Bonsoir, donc je me présente, je m'appelle Sabrina Marlier. Je travaille au musée départemental argentique et je suis archéologue maritime. Concernant mon parcours universitaire, j'ai fait des études d'histoire et d'archéologie à l'université d'Aix-en-Provence et je me suis spécialisée dès mon DEA, aujourd'hui on dit Master 2, en archéologie navale et j'ai soutenu une thèse de doctorat, ensuite un postdoc et j'ai intégré par la suite le musée. L'archéologie navale, on va le voir, ça concerne l'étude des navires, savoir comment ils étaient construits, à quoi ils servaient, comment on naviguait dessus, comment on y vivait. C'est l'étude également des navigations. Et donc ma spécialité, ma chronologie à moi, c'est l'Antiquité, période gréco-romaine. Et donc, pour pouvoir accéder à mon objet d'étude, eh bien, je suis également plongeuse professionnelle, ce qui me permet d'intervenir sur les fouilles en milieu subaquatique et sous-marin. Donc, je suis arrivée au musée en 2011 pour assurer la direction scientifique de la fouille de l'épave Arleron III, qui est aujourd'hui exposée au sein du musée, et j'ai également assuré toute la coordination de l'opération du fleuve au musée. Donc, mon objet de recherche, spécifiquement au musée, ce sont les navires et les navigations, très précisément dans le delta du Rhône à l'époque romaine. Et donc pour ça, je travaille sur les épaves, donc on va le voir, mais pas que. Et donc ça passe par la fouille, la documentation. On n'a pas non plus, tous les jours, on ne sort pas des épaves du Rhône pour les étudier à terre. Donc on les étudie, comme on le voit ici, sous l'eau. Et après avoir travaillé donc, sur le chaland à Arleron III, j'ai passé pratiquement 10 années à faire l'étude avec une équipe d'une vingtaine de chercheurs pour travailler sur tous les aspects du bateau. Aujourd'hui, on peut restituer toute son histoire de sa construction à son naufrage. Et bien, depuis l'année dernière, avec l'équipe de la cellule subaquatique du musée et des collègues du CNRS, et du ministère de la Culture et d'un établissement public qui s'appelle l'INRAP, qui fait des fouilles archéologiques préventives. Nous sommes retournés dans le Rhône. On a appelé cette opération The Rhône Again, puisque entre la fouille de l'épave Arleron III et l'année dernière, on n'était retourné qu'une fois dans le Rhône. Et donc là, l'objectif, c'était d'aller faire un constat d'état et une expertise scientifique d'un certain nombre d'épaves qui sont entourées ici. Arleron 1, 2, 3, etc. Ce sont les noms de code archéologiques qui sont donnés aux épaves du Rhône par ordre de leur découverte. Et un certain nombre de ces épaves nous intéressaient. Ils avaient été découverts il y a une dizaine d'années dans le cadre de missions conduites par le ministère de la Culture qui s'appelle la carte archéologique, mais jamais fouillées. Et donc nous, ça nous intéressait de savoir dans quel état ces épaves étaient, quelle était l'urgence à les fouiller et leur intérêt scientifique. Donc on a retrouvé toutes ces épaves. Et à l'issue de l'opération, on a pu dresser un bilan où, à côté de l'épave Arleron III et une autre qui s'appelle Arleron V, qui correspondent à des chalands, des bateaux à fond plat, qui correspondent à nos péniches actuelles, destinés à naviguer en milieu fluvial, et bien là, on a encore d'autres types de bateaux. Avec Arleron VII, qu'on voit en haut, la 8 qui n'est pas dessus, et la numéro 14, on a également des bateaux à fond plat, mais de constructions différentes que le chaland Arleron III, et qui sont construits selon une méthode, des méthodes de construction de type méditerranéenne, maritime, alors qu'avec le chaland, on est vraiment dans de la construction typique fluviale, et on interprète ces bateaux comme des allèges fluviales qui faisaient la navette entre Arles et les avant-ports maritimes d'Arles pour aller décharger les cargaisons des gros bateaux. Avec Arleron XIII, on a un navire maritime avec une quille qui était en capacité de naviguer aussi bien sur la mer que sur le fleuve. Et avec Arleron XV, on a une petite barque qui pouvait servir soit d'annexe à un gros bateau pour des travaux du port ou pour, encore une fois, pour la pêche. Tous ces bateaux rentrent dans une chronologie datée entre le 1er et le 4e siècle de notre ère.
Donc tous ces bateaux que j'étudie avec un collègue du CNRS, eh bien, on les remet aussi à l'échelle du delta du Rhône, où on a trouvé une cinquantaine d'épaves antiques. Et tous ces bateaux montrent une diversité différente, comme on vient de le voir. Et donc, on a un corpus véritablement unique et exceptionnel à l'échelle du delta du Rhône qu'on essaye d'étudier dans son ensemble. Et on étudie également en parallèle tout ce qu'on appelle le mobilier d'accastillage, c'est-à-dire les ancres, les poulies, etc., tout ce qui sert à la manœuvre des bateaux. Et à terme, l'étude de ces épaves et de ce mobilier, avec de façon connexe l'étude des objets du dépotoir portuaire, c'est-à-dire toutes les amphores, les céramiques, nous permettent d'avoir une meilleure connaissance du port d'Arles et de la cité d'Arles, et que l'on remet à l'échelle du delta, à l'échelle de l'Empire romain. Et juste pour terminer, histoire de sortir un petit peu du Rhône, grâce à des conventions que peut avoir le musée avec le CNRS et le ministère de la Culture, eh bien, ça me permet de travailler également et d'être appelée comme experte pour travailler sur des chantiers de collègues dans d'autres endroits de Méditerranée, dans des eaux un peu plus accueillantes que le Rhône. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Sabrina. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Lucène va faire passer le micro. Oui. Comment vous faites pour pré-localiser les épaves? Parce que j'imagine qu'avant de plonger, vous savez qu'il y en a. Alors là, sur la carte que j'ai montrée, effectivement, on savait où se trouvaient les épaves parce qu'elles ont été découvertes, mais par une équipe du ministère de la Culture qui réalise une mission qui relève de l'État qui s'appelle la carte archéologique nationale et qui consiste à faire des prospections et expertiser des sites. Donc effectivement, on avait des points, mais d'épaves qui n'avaient jamais été fouillées sur lesquelles on est retourné. Et elles sont à combien de profondeur? On est entre 4 et 9 mètres de profondeur. L'épave la plus profonde repérée dans le Rhône est à 15 mètres de profondeur. Bonjour. Et je crois qu'en février, vous faites vos demandes de spécialisation pour la première. Donc, c'est ça. Et est-ce que la présentation qu'a faite tout à l'heure Odile Berger, est-ce que ça vous parle? Est-ce que la recherche, c'est quelque chose qui... Du coup, est-ce que c'est quelque chose qui peut vous donner envie? Après, c'est des études longues aussi. Non, vous les filles, ça vous parle un petit peu ce qu'a pu dire aussi Odile sur la différence entre les filles et les garçons dans le monde de la recherche? Bon, alors du coup, question quiz. Oui. Comment? C'est quoi les objets? C'est quoi les objets? Vous avez travaillé dans le... Le bateau derrière, par exemple. C'est vous? Ouais, et alors pas trouvé, mais fouillé et remonté. Et alors, du coup, moi je travaille au musée, donc je fais de la recherche au musée. Et quel est mon métier? Archéologue. Archéologue, ok, c'est ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes en archéologie? Eh bien, de plus en plus. Et en archéologie sous-marine aussi. Au départ, l'archéologie sous-marine, ça date des années 1950, avec l'invention du scaphandre autonome, vous savez, des bouteilles, des tendeurs pour respirer sous l'eau. Au début, il n'y avait que des hommes. Et de plus en plus, il y a eu des femmes. Et aujourd'hui, on est un peu plus nombreuses. En revanche, les postes de directeur sont toujours des hommes, jamais des femmes, ou rarement. Et donc voilà, mais on est de plus en plus de femmes. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? Qu'est-ce qui me plaît dans mon métier? Je pense que c'est la diversité. Et surtout en travaillant dans un musée, parce que je fais du terrain. C'est le cœur de mon métier, mais il ne faut pas imaginer qu'un archéologue, il est tout le temps dehors sur le terrain. Donc moi, je fais entre 2 mois et 3 mois de terrain dans l'année, dans le Rhône et aussi en mer. Il faut avoir en tête que quand on fait 1 mois d'opération, il faut à peu près 6 mois de préparation. 6 mois pour travailler, réfléchir aux objectifs scientifiques, qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qu'on veut apprendre. Il y a aussi une grosse part de travail administratif pour organiser la logistique, acheter le matériel, etc. Mais ça, on a des collègues, on va dire, de l'administration qui nous aident. Et puis coordonner les équipes pour le terrain. Et une fois qu'on a fait le mois de fouille, et bien derrière, on a à peu près 6 mois d'exploitation, des études, des objets qu'on a pu sortir, des documents, pour rendre un rapport. Et puis, on va dire, la recherche, elle peut continuer encore plus longtemps.
Après, ce qui me plaît, c'est que ça, c'est toute la partie opérationnelle et recherche. On va participer à des colloques. Par exemple, dans 2 semaines, je pars en Italie pendant 1 semaine pour participer à un gros colloque pour présenter les travaux du Rhône à d'autres collègues et eux vont présenter des travaux. Donc ça, c'est des échanges. Et ça, c'est toute la partie scientifique. Et puis après, comme je travaille dans un musée, eh ben, il va y avoir aussi toute une part qui va être tournée vers la valorisation et la transmission. Ça veut dire que toutes les études qu'on fait, quand je les présente à des collègues scientifiques, on a tout un vocabulaire technique qui est hyper compliqué et on ne peut pas présenter ça au public. Donc il va falloir qu'on digère l'information pour la rendre accessible. Et pour la rendre accessible, eh bien, on va faire des conférences, on va recevoir des élèves comme vous, on peut faire des visites guidées parfois, on peut être commissaire d'exposition pour présenter des expositions, c'est aussi une façon de transmettre. On peut écrire des livres ou des articles grand public. Par exemple, j'ai écrit un article sur le bateau pour un cahier pédagogique qui accompagnait une bande dessinée. Et donc du coup, c'est assez varié et on travaille avec plein de métiers différents. Je vais travailler avec des restaurateurs, je vais travailler avec des gens qui sont des conservateurs, qui vont travailler sur la bonne conservation des objets. Je vais travailler avec plein de collègues scientifiques et puis aussi avec les médiateurs du musée. Ça veut dire que au sein du musée, j'ai pas une semaine qui ressemble à une autre, que régulièrement je sors du musée. Alors je vous ai dit pour aller en Italie, mais par exemple, il y a 10 jours, j'étais à Paris pour travailler au musée de la Marine. Donc voilà, c'est très varié en fait. Et qu'est-ce qu'on apprend sur le mode de vie des Romains? Avec l'étude, les fouilles qu'on fait dans le fleuve. Alors quand on travaille dans le fleuve, on va surtout avoir des données sur les échanges commerciaux. Arles, à l'époque romaine, c'est un port qui est très important. On le sait par les sources écrites et depuis 20 ans, on le sait aussi par tout ce qu'on découvre dans le fleuve. Par exemple, derrière vous, toutes les amphores, là, elles ont été trouvées soit dans le fleuve, soit à l'embouchure, en mer ou Sainte-Marie-de-la-Mer. Et ça nous permet de savoir quels produits transitaient par Arles. Vous savez ce que transportaient les amphores dans l'Antiquité? C'est pas du céréal. Oui, pardon? Céréales. Alors, les céréales étaient transportées en vrac, dans des sacs ou en vrac. Vous savez ce que transportaient les amphores? À votre avis, liquide ou solide? Solide. Alors, solide pour des conserves de poissons, mais sinon liquide. En fait, les amphores, c'est les bouteilles, on va dire, de l'Antiquité. Alors, de l'eau, non. Ah, du lait. Non. Du vin. Du vin, de l'huile d'olive et des sauces de poisson. Le garum, l'équivalent du gnocchman d'aujourd'hui. Donc quand on trouve ces amphores, on sait d'où elles viennent, on sait quelle chronologie elles ont, donc ça va nous permettre de savoir quel produit transitait par Arles. Si vous voyez la carte qui est au fond, c'est une carte qui présente les routes commerciales de l'Antiquité avec toutes les denrées alimentaires, les matières premières transportées. C'est les études qui sont faites sur les sites archéologiques qui nous permettent de connaître ça. Donc on va avoir des données sur le commerce. Quand on travaille sur les épaves, par exemple sur ce bateau qu'on appelle un chaland à fond plat, on va avoir des informations sur les types de bateaux que savaient construire les Romains et qu'ils utilisaient. Donc ça va nous donner une idée, on va dire, de la technicité des Romains. Savoir que c'était des bons ingénieurs navals, savoir que c'était des bons charpentiers, savoir qu'ils savaient construire des bateaux qui étaient robustes et bien adaptés à leur espace de navigation. On peut trouver aussi dans le Rhône des objets en lien avec les activités sur les bords du port, des activités artisanales. Par exemple, on sait qu'il y avait de la fabrication de tuiles, des bouchers. On retrouve beaucoup d'ossements d'animaux débités dans le Rhône. Donc ça va restituer la vie du port, les activités du port et les flux commerciaux à la montée comme à la descente. Et quand on fait ces études-là, on essaye toujours de le remettre dans le contexte de l'Empire romain et puis de faire des comparaisons. Donc les comparaisons, ça veut dire qu'on sait que le port d'Arles, qu'on appelle le complexe portuaire d'Arles, qui fonctionne avec un port qui était situé à Fos-sur-Mer et aussi au Sainte-Marie-de-la-Mer, on sait que c'est un complexe portuaire qui était très important et possiblement aussi important que l'était celui de Rome, la capitale de l'Empire. Donc voilà, ça nous permet ce genre d'informations et ça nous permet de savoir aussi que grâce
aux échanges commerciaux à Arles, avec les bateaux qui payaient une taxe à la douane au passage à Arles, eh bien, ça a fait la richesse de la ville. Construire un théâtre, un amphithéâtre, un cirque et des remparts pour la ville, c'est très cher et ça montre que la ville était importante et très riche. Et elle l'était notamment grâce à son port et à ses activités commerciales. Et pourquoi c'est important de faire des recherches sur l'époque romaine? Alors, à votre avis, vous pouvez répondre à ça? Pourquoi c'est important? Je voudrais pas. Pourquoi c'est important de connaître la vie des hommes du passé? Alors, comment? Ouais, savoir comment ils vivaient. Et puis c'est surtout que pour savoir c'est important de connaître effectivement la vie des hommes du passé et d'avoir une continuité jusqu'à aujourd'hui, parce que pour comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui, eh ben, il faut connaître notre passé. Ce sera le mot de la fin.